Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pendant cette période estivale. Voilà, nous vous avons prévu un programme qui retrace tout ce que nous avons partagé comme Connecting Day depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin. Vous allez voir ce soir donc une des journées que nous avons eues de telle sorte que vous puissiez la revivre et pourquoi pas trouver des partenaires et aussi élargir votre marché sur le pays qui a été cité ce soir. Hello everyone, I hope you are good during this summer. We are prepared for you, the connecting days that we started since January until June. So we hope that we will have a good program and you will enjoy this country that you will discover, and maybe you will have a lot of contact just to make business in this country. So we give you rendezvous after that just to be in contact with you. So have a good program. Bon programme et bon Connecting Day. Au revoir. Bienvenue à Connecting Days, organisé par Continental Working et ses partenaires. C'est une plateforme qui vous apporte les meilleures relations d'affaires avec le continent africain. Hello and welcome to Connecting Days, an event organized by Continental Working and its partners. There to help you to create the best relationships with the African continent. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Connecting Day Maroc. Alors, je me présente, je m'appelle Mouna Guéraz, je suis la fondatrice et la créatrice de Nisae. Donc, Nisae, c'est une marque de soins engagée pour l'émancipation des femmes rurales marocaines par le travail et pour un soin minimaliste de très très haute qualité à l'huile d'argan. Donc, je vous montre un petit peu le produit pour que vous puissiez avoir une idée en tout cas concrète de ce que je propose. Donc, moi, j'ai créé la marque Nisae il y a 2-3 ans maintenant. En tout cas, je travaille sur le projet depuis 3 ans. Je suis ingénieure en formation, donc je suis née, j'ai grandi au Maroc jusqu'à mes 20 ans et ensuite, je suis arrivée en France pour poursuivre mes études d'ingénieur. Alors, j'ai fait mon petit bout de chemin. J'ai travaillé au sein de grands groupes, j'ai travaillé chez Vinci, chez Safran. J'ai fait mon petit bout de chemin en tant qu'ingénieur en système d'information. Et puis, en décembre 2018, j'ai décidé de faire un grand virage, de changer de vie, de me lancer dans une belle aventure entrepreneuriale pour créer ma marque. Alors, pourquoi je me suis lancée dans cette aventure? Premièrement, parce que entreprendre et créer mon entreprise, c'était un rêve. J'ai toujours eu cette volonté de pouvoir créer ma propre entreprise, de pouvoir faire mes propres choix et tester la création et entreprendre. Ça a été déjà un premier souhait. Le deuxième souhait qui est très, très important à mes yeux, c'est de valoriser ce produit, valoriser l'huile d'argan. L'huile d'argan, c'est le vrai terroir dans le sud-ouest du Maroc. C'est aussi un produit qu'on retrouve malheureusement aujourd'hui partout, qu'on retrouve en grande surface, à des prix des fois qu'on ne sait même pas expliquer pourquoi ça coûte aussi pas cher, j'ai envie de dire, alors qu'on sait que pour produire une vraie huile d'argan vraie, qui respecte tout le process artisanal et ancestral, c'est un travail qui est fastidieux, c'est un travail qui demande du temps, c'est un travail qui demande beaucoup d'investissement. Et donc, moi, avec ma marque, j'ai voulu redorer l'image de ce produit qui a été galvaudé au fil des années. Alors, ça fait maintenant 10 ans que je vis en France et c'est vrai que sur ces quelques années, j'entendais souvent des femmes me dire « Moi, j'arrête d'utiliser l'huile d'argan parce qu'elle est coupée, j'arrête d'utiliser l'huile d'argan parce qu'il n'y a pas de traçabilité, on ne sait plus ce qu'il y a dans le produit. » Moi, je trouve dommage qu'on arrête d'utiliser ce soin qui est incroyable pour la peau, que ce soit pour la peau, pour le cheveu, pour l'ensemble du corps, pour l'ensemble de la famille, utilisé par les hommes, par les femmes, par les enfants, vraiment pour tout le monde. Donc,
Le deuxième objectif, ça a été de redorer l'image de ce produit. Et puis le troisième objectif, le plus important à mes yeux, c'est de vraiment avoir un impact social auprès des femmes rurales dans le sud-ouest du Maroc qui sont à la source de l'huile d'argan. Alors, comme vous le savez toutes et tous, très certainement, l'huile d'argan nous vient grâce à des femmes berbères dans le sud-ouest du Maroc qui se transmettent de mère en fille depuis des décennies ce savoir-faire d'extraction de l'huile d'argan. Alors, au fil des années, bien sûr, il y a eu la mondialisation. L'huile d'argan, on en trouve partout aujourd'hui dans le monde. Donc, il y a eu une industrialisation normale de ce produit-là. Sauf qu'aujourd'hui, on a envie de revenir vers quelque chose de plus artisanal, de plus respectueux de la planète, de plus respectueux de l'humain et surtout plus respectueux du travail de ces femmes-là. Moi, ça a été un rêve depuis toute petite. Moi, quand je vivais au Maroc, j'étais toute petite et je disais toujours à ma mère qu'un jour, je contribuais à aider ces femmes-là, à aider toutes ces femmes rurales qui travaillent de manière très, très dure, qui travaillent avec la force de leurs mains, qui ont de l'or entre les mains, de les valoriser et soient rémunérées de manière équitable, qu'elles puissent travailler dans de bonnes conditions. Et donc, ça a été la réalisation de ce rêve-là. C'est pour ce rêve-là, entre autres, que je me suis lancée dans la création de Nisae. Donc, Nisae, ça vient de Nisa. Nisa signifie bien évidemment femme au pluriel en arabe. Donc, je me suis lancée dans l'aventure. Donc, la marque existe concrètement depuis 2 ans. Donc, bien évidemment, pendant 1 an, alors, je me suis formée à l'entrepreneuriat, à mon nouveau rôle de chef d'entreprise. Je me suis accommodée à ce nouveau monde. Et puis, j'ai commencé la commercialisation de mon huile via premièrement mon site internet. Et puis, aujourd'hui, je commence à développer des points de vente et mon réseau de distribution ici en France et un peu partout en Europe. Alors, le Maroc, pas encore, mais j'espère bien évidemment pouvoir proposer mon huile parce que j'ai pas mal de commandes quand même qui partent d'ici vers le Maroc, mais j'aimerais pouvoir installer Nisae au Maroc pour que la boucle soit bouclée. Et puis, moi, je mets vraiment un point d'honneur sur la valorisation de ces femmes-là. Donc, je travaille avec une coopérative de 60 femmes dans le sud-ouest du Maroc. Donc, c'est une coopérative qui est labellisée Fairtrade. C'est des femmes qui travaillent dans de bonnes conditions, où on a des audits, des rapports à travers ce certificateur qui nous permettent de s'assurer de leurs conditions de paye, de leurs conditions de travail. Et puis, au-delà de ça, c'est vraiment un travail qui est fait même au niveau du petit village, vu que les petites filles, les petits garçons, mais surtout les petites filles vont à l'école. Alors, elles aident leur maman, forcément. Comme on le sait, elles aident leur maman, elles contribuent elles aussi, mais elles ont une autre option, celle d'aller à l'école et de pouvoir peut-être un jour, elles aussi, faire autre chose, au moins avoir cette possibilité. Mais bien évidemment, si elles veulent travailler dans l'argent, elles savent faire, c'est inné chez elles, c'est ancré chez elles dans leurs racines, donc elles savent faire et c'est bien pour ça que moi j'ai créé Nisae, c'est vraiment avec cette volonté de pouvoir offrir un produit de très très haute qualité qui puisse nous faire du bien, mais qui puisse aussi faire du bien à toutes ces femmes-là, qu'elles puissent en vivre, qu'elles puissent être indépendantes financièrement et qu'elles puissent elles aussi pouvoir profiter de l'argent qu'elles récoltent, grâce à cette production et grâce à ce produit. Alors aujourd'hui, par rapport à Nisae, je suis en pleine phase de développement. Donc là, la marque commence à prendre son territoire en France, à bien se développer. La communication est vraiment mise en place. Tous les tests réglementaires et tous les tests de la marque et du produit, toutes les premières phases du projet et du lancement dans l'entreprise ont été validées. Et c'est vrai qu'on est dans une phase de développement où on est à la recherche de fonds, d'investissement financier pour pouvoir aller plus loin. On a validé certaines hypothèses, on en a enlevé d'autres, bien évidemment, comme chaque entreprise qui se développe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux points qui sont essentiels. Alors, le premier point, c'est vraiment l'investissement. On est en recherche d'investissement financier, mais pas que. C'est un investissement aussi en compétences pour nous aider à aller plus loin, pour nous aider à nous développer, à faire rayonner Nisae encore plus loin, tout en gardant bien évidemment nos valeurs et notre vision qui est notre vision d'aider les femmes et de pouvoir aider toutes les femmes à s'émanciper qui est très très importante pour nous. Donc il y a ce premier volet qui est très important à ce stade de développement de l'entreprise. Et le deuxième volet, c'est vrai qu'aujourd'hui en France on se développe bien, en Europe aussi on maîtrise, mais on aimerait bien nous développer au Maroc, dans les pays limitrophes.
aux alentours, mais c'est vrai qu'on ne sait pas par où commencer, comment s'y prendre. Et c'est un peu marrant parce que je suis marocaine, je suis quand même née au Maroc, alors je suis franco-marocaine, je suis née au Maroc, j'ai grandi au Maroc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de création d'entreprise, en termes d'export, d'import, de création, la partie administrative, tout ça, on ne sait pas par où commencer. Alors, il y a certainement une réglementation qui est propre au Maroc, la législation qui est propre, et on aimerait bien être aidé, être accompagné, avoir les bons relais, avoir des contacts avec des personnes qui peuvent nous aider à le faire, parce que, en tout cas, proposer notre huile au Maroc, ça nous semble être un très beau projet. Revenir à la source et proposer du coup un produit de très très haute qualité, mais au Maroc même, parce que c'est de là que vient ce produit. Et on serait vraiment très très heureuse et heureux de pouvoir le proposer à des potentiels utilisatrices et utilisateurs marocains. Donc, si dans l'audience, des personnes souhaitent se joindre à l'aventure, nous accompagner, que ce soit sur la partie financière, sur des compétences, sur des conseils ou tout autre point que je n'évoque pas ici, je suis tout à fait ouverte à la discussion, aux échanges, et n'hésitez pas à me contacter, que ce soit directement ici sur cette journée qui est dédiée pour ça, sur LinkedIn, via mon adresse mail, par tout moyen possible. En tout cas, je suis ouverte à toute discussion et à tout échange. Bon, ben, merci pour votre écoute, et puis si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Bonjour, je m'appelle Jamal Bouyour, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Pau en France. C'est une ville sympathique aussi de la France. Donc, je travaille sur les problématiques de développement de manière générale, et en particulier la problématique de la diaspora. Et donc, je tiens à saluer Connect Day pour cette invitation. On m'a demandé de parler en fait du développement endogène de l'Afrique et de modèles marocains et des compétences aussi qui peuvent jouer dans ce modèle. Donc, comme vous le savez, le Maroc est un pays qui est un pays en développement d'abord, qui est un pays très ouvert, qui a dès le départ choisi un système, si vous voulez, libéral, avec une bourgeoisie importante, et donc qui s'est ouvert dans un premier temps. Donc, contrairement aux voisins, par exemple, ou à d'autres pays, après l'indépendance, directement, il a choisi, si vous voulez, un système libéral. Bon, il y a des avantages, évidemment, parce qu'il y a cette connexion avec l'Europe, mais que peut aussi avoir des inconvénients dans la mesure où ce modèle ne peut marcher que s'il y a un développement social important. En tout cas, le Maroc donc, a fait ce choix qui, à mon avis, s'est avéré payant, mais encore une fois, s'il y a quelques difficultés, d'ouverture vers l'Europe. L'ouverture vers l'Europe, par exemple, les 2 tiers des exportations et des importations du Maroc se font avec l'Union européenne. Les 2 tiers des investissements directs étrangers se font aussi avec l'Union européenne, et en particulier la France et l'Espagne. Mais depuis une dizaine d'années, le Maroc a changé de vision, de politique, et a investi en Europe. Il y a une vraie volonté de s'investir en Europe et d'investir. Et donc, le roi du Maroc a fait beaucoup de voyages à travers plusieurs pays européens, africains, pour justement voir quelles sont les perspectives d'une coopération sud-sud. C'est une thématique qui a été, si vous voulez, un peu négligée, que ce soit en termes de théorique, en termes de la théorie économique ou de l'économie internationale, mais aussi en termes de, si vous voulez, de pratique de la part des pays. L'Afrique, après l'indépendance, il y a une sorte, si vous voulez, de comportement où on va dire, on va directement travailler avec l'ancienne colonie. C'est plus facile parce qu'il y a la langue, il y a les coutumes, il y a une certaine interaction avec ces pays-là. Et donc, il s'est dirigé directement vers l'Occident, pensant qu'il y a un transfert de technologie et il y a un développement plus rapide. Il s'est avéré que ce n'est pas le cas. C'est avéré que ce développement présente quelques difficultés dans la mesure où les transferts de technologie ne marchent pas du tout. Ne marchent pas du tout, à vrai dire, pour dire les choses
franchement, 60 ans, 50 ans après l'indépendance, on voit quand même que ça ne marche pas beaucoup. Il y a des progrès, mais ils sont insuffisants. Et puis, il y a des pays comme le Maroc, par exemple, ou d'autres pays africains, quand ils sont autour d'une table avec des pays forts comme les États-Unis, la Chine, la Russie ou l'Union européenne, ça ne pèse pas beaucoup. Et donc, l'idée, c'est de tourner vers les pays du Sud. Alors, ça a plusieurs avantages. D'abord, le premier avantage, c'est cette proximité, c'est cette croyance commune, comme quoi on peut en fait travailler ensemble avec des perspectives d'investissement immenses. Deuxièmement, l'Afrique, c'est un pays, comme on dit, qui est vierge, où il y a des perspectives de croissance importantes. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle en économie la théorie de la convergence. Quand vous voyez les pays développés, ils ont des niveaux de développement qui est déjà avancé, et donc leur croissance, au meilleur des cas, va être entre 2 et 3%. En France, quand on est à 2%, c'est le Pérou, en fait, on est très content. Alors que des pays africains, ils ont des perspectives de croissance de 5-7%, et même plus. Et donc, la théorie de convergence voudrait que les pays, en fait, qui sont très en retard vont converger vers les pays développés. En fait, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça, dans la mesure où ce sont les conditions initiales, la capacité d'absorption des pays, les moyens qu'il met en œuvre qui font qu'il va en fait converger vers ces pays-là. Dans la réalité, cette convergence ne se produit pas. Et se produit pour les gens qui sont d'un niveau de développement proche. Par exemple, avec l'Espagne, la Grèce, avant qu'elle rentre à l'Union européenne, ils ont pu rattraper l'Union européenne parce que l'Union européenne a mis le paquet et parce qu'eux aussi, ils étaient très loin, mais pas aussi loin que des pays africains, par exemple. D'où l'idée de chercher une convergence intra-Afrique. Et donc, l'idée, c'est l'idée aussi, c'est d'avoir ce propre modèle de développement. Au Maroc, par exemple, aujourd'hui, il y a une réflexion sur quel modèle de développement, 60 ans après, pratiquement après l'indépendance, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, une réflexion sur un développement endogène. Qu'est-ce que ça veut dire un développement endogène? C'est-à-dire, au lieu que ça soit sous l'excédent qui nous transmet, si vous voulez, la technologie, ce qui nous transmet les normes, qui nous transmet un certain nombre de choses, dont la plupart du temps, peut-être on est incapable de respecter tout ça. Il vaut mieux partir avec des pays qui sont proches en termes de développement. C'est une autre vision, que ce soit au niveau théorique, mais aussi au niveau empirique. D'où les efforts du Maroc qui ont été faits pour, en fait, multiplier ces investissements directs étrangers. Le Maroc, par exemple, est deuxième investisseur aujourd'hui en Afrique. C'est quelque chose de très important. Deuxième investisseur pour un pays qui est lui-même en développement, on voit qu'il y a un effort. Et ce n'est pas quelque chose qui est fait au hasard. Il y a toute une politique, à part les visites du roi dans plusieurs pays, où il a passé plus de temps dans les pays africains que dans son propre pays. Ça ne se passe pas comme ça, il faut que ça suive. Ça suit au niveau de la logistique, par exemple. Il y a les banques marocaines qui n'ont pas hésité à s'installer dans plusieurs pays africains. Il y a aussi le Royaume au Maroc qui permet maintenant de desservir plusieurs capitales africaines. Il y a aussi des investisseurs marocains qui sont allés s'installer, se renseigner, etc. Et c'est plus facile d'investir pour des Marocains en Afrique que d'aller investir en Europe, où il y a des normes, où il y a une concurrence acharnée. Et donc, il vaut mieux que ces pays africains, que le Maroc aille investir, par exemple, en Afrique, que les Africains viennent investir au Maroc, c'est plus simple, ça rapporte plus. Ça, c'est un point. Un deuxième aussi angle d'attaque, c'est que le Maroc, vous savez qu'il y a beaucoup d'Africains en situation irrégulière maintenant qui essayent de partir en Europe, mais en fait, ça ne marche pas tout le temps, ils s'installent au Maroc. Donc, le Maroc a une idée qui est sympathique de régulariser 2 fois un certain nombre si vous voulez, de ressortissants africains, et ce qui montre en fait cette volonté d'intégration. Cette volonté d'intégration à travers, si vous voulez, l'Afrique se matérialise aussi par le fait qu'il y a pas mal d'étudiants africains, ils viennent faire leurs études au Maroc, au lieu de partir, par exemple, en France ou en Angleterre ou aux États-Unis, où les coûts sont très importants. Ils viennent au Maroc et le Maroc leur permet à plusieurs étudiants dans plusieurs pays d'avoir une bourse et donc de poursuivre leurs études. C'est une manière aussi qu'il y ait une intégration parce que ces personnes, une fois qu'ils
qui sont sur place. Ils peuvent soit revenir à leur pays, comme font la plupart des étudiants une fois les études finies. S'ils reviennent à leur pays, ils reviennent avec des idées d'investissement, ils maîtrisent la langue, donc ça va multiplier encore plus les investissements. Mais s'ils restent au Maroc aussi, il y en a beaucoup qui s'intègrent dans le marché du travail marocain. Et donc, sur le coup, le Maroc devient un pays d'immigration alors qu'il était un pays d'immigration. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de partir en Europe, qui viennent s'installer au Maroc pour une période transitoire, mais en fin de compte, elles restent. Et oui, je trouve ça, c'est quelque chose de génial, parce que dans la tête des gens, on a l'impression que quand il y a immigration, c'est envers les pays développés. Or, les 2/3, ou l'essentiel, de l'immigration se passe entre les pays en développement. On a plus d'immigration sud-sud, surtout en Afrique, que d'immigration sud-nord. Donc, le Maroc, en fait, par cette politique, a su, si vous voulez, augmenter sa croissance aussi, hein, parce qu'il est en relation avec des pays qui sont en forte croissance. Donc, j'avais parlé des étudiants, j'avais parlé de la régularisation des personnes qui étaient en situation régulière, je parlais aussi de l'investissement, des exportations, je parlais aussi des infrastructures aussi, que le Maroc, à travers l'Office chérifien de phosphate aussi, il y a des investissements très importants, même au Nigeria, ou des pays qui n'ont pas l'habitude de travailler au Maroc, par exemple comme le Kenya, comme le Nigeria, comme l'Éthiopie, comme d'autres pays qui ne sont pas francophones et qui sont anglophones la plupart, et le Maroc n'a pas l'habitude. Donc, on est allé les chercher et je trouve que c'est une politique volontariste qui est très importante. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais, si vous voulez, intervenir. Il y a un deuxième point, c'est par rapport au rôle de la diaspora, en fait, des compétences marocaines dans cet ensemencement, en fait. Ces relations, d'abord, il y a une relation de fraternité entre les pays africains qui ont les mêmes visions du monde. C'est important d'avoir la même vision des choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette animosité qui est liée au colonialisme et quoi que ce soit. Et donc, c'est très important d'être à l'aise quand on va investir, etc. Et la diaspora marocaine joue aussi un rôle très important à travers le lobbying qu'il effectue en Europe, mais aussi à travers sa présence depuis un certain nombre d'années en Afrique, au Sénégal, au Mali et dans d'autres pays, où le Maroc entretient d'excellentes relations avec ces pays-là. Même le roi est considéré comme le commandant des croyants, pas que des Marocains aussi, mais d'un certain nombre de pays musulmans en Afrique. Donc, il y a aussi ce côté culturel qui est important. Cette diaspora permet en fait de voir cette relation nord-sud de manière différente. Au lieu d'attendre le transfert de technologie à travers, par exemple, les investissements étrangers qui ne viennent jamais, la diaspora permet en fait de faciliter, d'accélérer ce transfert de technologie parce qu'il a la culture des pays d'origine, il a la technique et la technologie des pays d'accueil et par conséquent, il peut faciliter le transfert de technologie. Et donc, ce transfert de technologie peut être réparti, peut être entre le Maroc et l'Occident, mais aussi entre le Maroc et l'Afrique. Donc, cette problématique de la diaspora, je crois qu'elle est très, très, très importante et qu'il faut insister sur ça. Parmi les créneaux, parmi les truchements, si vous voulez, par lesquels on peut passer pour accélérer ce transfert de technologie qui monte tant à l'Afrique, c'est évidemment la diaspora. Et il me semble qu'on n'a pas encore tiré toutes les leçons et toutes les capacités que peut avoir la diaspora des pays pour accélérer le transfert de technologie. En tout cas, donc je parle du Maroc, mais aussi il y a d'autres pays qui sont africains, qui sont dans cette dynamique. Et donc, je reste très optimiste malgré les difficultés qu'on a avec la COVID-19. On s'est rendu compte que même si les pays africains ne sont pas très touchés, mais ils sont touchés dans leur tourisme, dans leur exportation, parce que les pays développés ont fermé, si vous voulez, leurs frontières. Je reste optimiste par rapport à cette problématique de coopération sud-sud. D'ailleurs, le Maroc, il a demandé d'être, si vous voulez, intégré dans un certain nombre de conglomérats africains, ou plutôt de zones de libre-échange en Afrique, parce qu'en fait, dans les pays du Maghreb, comme vous le savez, il y a des problèmes et malheureusement, l'Union du Maghreb ne marche pas. Et donc, ça montre aussi cette volonté du Maroc de s'étendre dans cette profondeur, cette frontière qui est élargie
Ce n'est pas des frontières, mais c'est des confins, en fait. C'est comme une sorte d'empire, en fait, une sorte de continuum dans les frontières et donc de relations. De toute façon, ce sont d'abord des relations de fraternité, de compréhension, de partage des mêmes valeurs. C'est ça le plus important. Au-delà des aspects économiques, c'est de partager les mêmes valeurs, c'est d'avoir la même vision, c'est de se sentir à l'aise quand on va investir, c'est de se sentir à l'aise quand on va exporter. Bon, il ne faut pas non plus dire que tout est rose. Il y a des problèmes d'infrastructure, il y a des problèmes, par exemple, pour le paiement. Une fois qu'on a exporté, il y a des problèmes qui sont inhérents à tes pays en développement. Mais si on a la volonté, et si on a l'intelligence, et si on a la diaspora qui peut jouer, je crois qu'il n'y aura pas trop d'obstacles. Et je vous remercie de votre attention. Comment un rêve peut être à l'origine de projets d'envergure capables de changer le destin de nos concitoyens? Érigé en cause commune, ce rêve-là a été la vocation des ERAC, l'ANI, Atacharo et la SNEC, qui ont marqué leur temps en se consacrant avec ardeur à façonner nos villes avec leurs partenaires durant près d'un demi-siècle, avant de céder le flambeau en 2007 au groupe Al Omran, une institution forte devenue le bras opérationnel de l'État dans ses programmes publics. Capitalisant sur plus de 40 années d'expertise, le groupe Al Omran a vu sa destinée grandir et ses responsabilités s'étendre au fil du temps. En effet, grâce à l'impulsion de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour la haute sollicitude qu'il a bien voulu apporter au secteur, le droit à un logement décent a été consacré dans la Constitution en 2011 et des programmes gouvernementaux ambitieux en termes d'habitat et de développement urbain ont vu le jour, dont la mise en œuvre a été confiée au groupe Al Omran. Année après année, Al Omran et ses partenaires transforment le paysage urbain et offrent de véritables espaces de vie aux citoyens. À travers la résorption de l'habitat insalubre, qui passe notamment par l'éradication des bidonvilles, le traitement de l'habitat menaçant ruine et la réhabilitation des tissus anciens, Al Omran constitue, pour plus d'1,5 million de Marocains démunis, l'engagement pour un logement décent dans un cadre de vie intégré avec l'ensemble des équipements éducatifs, sanitaires, culturels et sportifs. Grâce à son expertise d'aménageur foncier, Al Omran propose des lots destinés aux familles à très faibles et moyens revenus ainsi qu'aux promoteurs privés. Devant la demande grandissante des citoyens, Al Omran propose des offres d'habitat, logements sociaux de 140 000 à 250 000 dirhams et pour la classe moyenne. En quelques années, Al Omran a également façonné le territoire en développant de nouvelles zones d'urbanisation, des dizaines de pôles urbains et des nouvelles villes. Traitement de l'insalubrité, aménagement foncier, production et diversification de l'habitat et développement territorial. En l'espace de plus de 10 ans, Al Omran a indéniablement acquis une expérience unique dans ces domaines en étant proche d'une large frange de la population et des territoires. Pour y parvenir, Al Omran appuie au quotidien son action sur 5 valeurs piliers: l'engagement, la transparence, le respect, l'esprit d'équipe et la responsabilité. Son assise territoriale, constituée d'une holding, 12 filiales régionales, 4 filiales projets, 56 agences et une représentation à Paris, représente un atout qui lui permet de répondre aux besoins de tous les Marocains, des collectivités territoriales et de l'État par-delà les frontières, dans le cadre de la coopération internationale. Afin de contribuer à la mutation urbaine du Maroc, Al Omran a opéré une véritable révolution structurelle dans l'objectif de mieux accompagner l'action de l'État et des acteurs locaux qui lui témoignent de leur confiance. C'est un véritable coup d'accélérateur qui va être donné. Effort de transparence, bonne gestion, mutualisation des métiers et des compétences, démarche participative avec les parties prenantes et les partenaires. Tous s'engagent à relever le défi du développement et les efforts pour réussir les programmes publics prennent une nouvelle ampleur. Au total, ce sont plus d'une dizaine de milliards de dirhams qui sont investis dans les nombreux projets qui couvrent le royaume. Plus que jamais, la politique de l'habitat et de l'aménagement du territoire est un puissant levier de développement économique et humain du royaume. Engagé sur des projets novateurs, le groupe se projette sur le Maroc de demain. Pour cela, il a conçu une vision stratégique, CAP 2020. Exemple sans précédent de la capacité des collaborateurs d'Al Omran à réfléchir ensemble, à dialoguer et à mettre en commun leur savoir et expérience dans un projet managérial structurant pour un avenir urbain meilleur.
Le groupe a aussi réussi le challenge de la certification de son système de management de la qualité, SMQ, selon les exigences de la norme ISO 9001 version 2015, traduisant ainsi sa volonté de s'inscrire dans la modernisation des activités et pratiques managériales. Beaucoup reste à faire et face aux fortes attentes institutionnelles, le groupe a intégré les contraintes liées au changement climatique dans la planification de projets, efficacité énergétique, RSE, car aujourd'hui, le développement ne peut se concevoir que s'il est durable. Le groupe Al Omran poursuit sa dynamique d'innovation et d'excellence à travers le lancement de plusieurs projets permettant aux collaborateurs de travailler en parfaite synergie pour une gestion intégrée et efficace de leurs projets. Pour cela, le groupe investit dans le futur à travers la mise en place d'un centre de recherche et développement. Pour accompagner également son avenir, le groupe s'est doté de l'Académie Al Omran, à même de pérenniser un savoir-faire pointu et propre à son champ d'intervention et de le transmettre aux générations futures. À travers la création de la Fondation Al Omran, le groupe œuvre à façonner des citoyens responsables, épanouis et en bonne santé dès le plus jeune âge pour un Maroc inclusif. Merci aux Marocains clients et citoyens, à nos partenaires locaux et centraux, à nos administrateurs pour la confiance dont ils nous honorent et qui nous motive chaque jour. Merci à nos collaborateurs qui ont cru en nos rêves. Ces rêves collectifs se déclinent en autant de projets du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour un Maroc inclusif, solidaire et moderne. Bienvenue avec Connecting Day Maroc, avec Groupe Omran qui participe à cette rencontre. En effet, Groupe Al Omran, et depuis sa création, est appelé à devenir l'instrument de l'État pour la mise en œuvre des politiques publiques dans un domaine aussi déterminant pour le Maroc que l'habitat et le développement urbain, tout en ayant l'avantage de fonder son action sur des sources de légitimité. Les grandes activités du groupe se déclinent en 4 lignes métiers. Al Omran s'emploie ainsi à affirmer sa vocation d'aménageur de référence nationale à travers la mobilisation et valorisation des réserves foncières publiques afin de mettre en œuvre de programmes publics et présenter une offre destinée à l'habitat. L'aménagement consiste également en l'aménagement des zones industrielles, des zones d'activité économique et aussi des lots pour les opérateurs immobiliers dans le cadre du partenariat public-privé. La deuxième ligne de métier consiste à accompagner le développement des villes en impulsant des grands projets urbains intégrés et équilibrés tant sur le plan urbanistique, social, économique et environnemental. Le troisième axe, consolider son positionnement d'opérateur privilégié de l'État et des collectivités locales pour le traitement de toute forme d'insalubrité. Et le quatrième axe de métier, c'est la production des offres diversifiées d'habitat afin de répondre aux besoins et aux différentes attentes dans le pays. Alors, Omran, en fait, est le fruit de plusieurs réformes, que ce soit la réforme institutionnelle entre 2004 et 2007, la création à partir de 2007 à travers la transformation des différents établissements régionaux d'aménagement et de construction, et une réforme managériale que le groupe a lancée depuis 2011. Sur le plan de sa gouvernance, le groupe est une société anonyme avec conseil de surveillance et directoire du holding. Le conseil de surveillance est présidé par le chef du gouvernement, le ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, assurant la fonction du vice-président. Groupe Al Omran est doté d'une couverture territoriale large à travers ses sociétés filiales et ses agences dans ces différentes régions du Maroc.
Cette présence importante lui a permis l'engagement fort dans le programme de l'État, citant à ce niveau le programme de ville sans bidonville, le programme des logements à faible viabilité ou bien des logements sociaux à 250 000 dirhams, le programme des villes nouvelles ou bien de la création de nouvelles zones d'urbanisation et des pôles urbains nouveaux, ainsi que le programme de traitement de tout ce qui est tissu ancien et menacé en ruine ou des programmes de restructuration également. Le groupe reste ainsi un véritable outil d'opérationnalisation de la politique gouvernementale en matière d'habitat et d'aménagement urbain. Des réalisations importantes en matière d'expertise, 41 ans d'expertise, en matière de capital humain, plus de 1000 collaborateurs, ou bien une présence territoriale très importante à travers tout le royaume, à travers ses 56 agences et ses 14 filiales, un investissement qui dépasse les 5 milliards de dirhams et un chiffre d'affaires qui dépasse ainsi les 5 milliards de dirhams par an. Des mises en chantier énormes et une représentation à l'étranger, à Paris, à travers une représentation à Paris. Cette représentation qui garantit la présence durable au pays d'accueil pour accueillir les Marocains du monde, les informer et leur communiquer les différentes offres du groupe. La mission de représentation également, de développer des relations inouïes, de relations de partenariat avec les investisseurs étrangers dans le domaine de l'immobilier au Maroc. Le partenariat public-privé pour le groupe est un potentiel à mieux exploiter dans l'objectif de contribuer et faire contribuer le secteur privé à augmenter le rythme de production de logements au Maroc, à accélérer la valorisation des équipements et des terrains équipés par le groupe, chercher à améliorer la qualité et la sécurité de la production des logements ou la professionnalisation du métier de la promotion immobilière. Ces objectifs, bien sûr, ne peuvent être atteints sauf à travers un partenariat axé sur le principe de gagnant-gagnant et l'intégration davantage des petits et moyens promoteurs ainsi que des modes de partenariat très diversifiés. Au niveau de la coopération internationale, Groupe Le Omran reste toujours une entreprise étant une entreprise publique et reste toujours au service de cette coopération dans le but de l'échange de l'expertise, soit au niveau du nord-sud ou bien au niveau sud-sud, bien sûr. Dans le cadre de la redynamisation des villes nouvelles et les pôles urbains, le groupe a lancé plusieurs grands programmes structurants afin de rendre ces villes nouvelles et ces pôles urbains attractifs et suscitant l'intérêt des gens pour y vivre, y investir et y travailler, bien sûr. Que ce soit alors dans ces villes nouvelles, dans ces pôles urbains nouveaux ou ailleurs, les offres du groupe sont variées et constituent de vraies opportunités d'investissement, prouvant ainsi des offres qui concernent la promotion immobilière à travers des lots de terrain pour réaliser des projets immobiliers sur des îlots ou bien des lots R+3, R+4 ou bien plus pour des activités industrielles ou des activités industrielles ou autres activités, ou dans une activité socio-économique ou même activité touristique, comme donc des activités socio-économiques comme des cliniques, des écoles, des crèches,
des centres commerciaux ou autres. Et on trouve également des opportunités d'investissement dans des locaux commerciaux et dans des plateaux bureaux. À titre d'exemple, citons la ville nouvelle de Tamsna et plusieurs composantes sont créées par le groupe afin de redynamiser cette ville. La ville de Shrafat, c'est une ville dans la région de Tanger. La ville de Tamsourt, par exemple, c'est une ville nouvelle créée pas loin de la ville de Marrakech. La ville de Sahel Khiaita, c'est une ville qui est créée dans la région casablancaise. Le pôle urbain de Ras Elma, c'est un nouveau pôle urbain à vocation industrielle sur la région de Fès, ou bien le pôle urbain El Erwi qui est à la proximité de la ville de Nador. C'est ainsi qu'on définit un ensemble de composantes économiques et sociales constituées de plusieurs offres qui sont à caractère opportunité pour investir dans une des régions marocaines à travers les offres que Groupe Omran a créées à travers ces sociétés filiales dans toutes les régions marocaines. Merci. Bonjour, je salue la communauté Connecting Them Maroc. Je m'appelle Eric Tizi, je suis le directeur général de Shenkar Maroc. Donc, pour parler un petit peu de la structure de Shenkar Maroc appartient au groupe DB Schenker, des leaders du transport et de la logistique au niveau mondial, avec environ 2000 salariés à travers le monde et 75 000 collaborateurs. Donc, au Maroc, nous sommes au Maroc depuis 2008 et nous avons fortement développé nos activités dans le royaume ces 10 dernières années. Nous réalisons des opérations de transport routier, aérien, maritime, mais également des prestations de logistique et de transport exceptionnels pour les colis lourds et également des colis hors gabarit. Donc, nous avons commencé principalement par l'activité routière, où nous avons pas mal de hubs spécialisés Maghreb, que ce soit en France, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, qui eux-mêmes sont connectés avec l'ensemble du réseau routier de DB Schenker. Donc ça, c'était pour la partie routière. Et puis ensuite, en aérien maritime, on fait du transport aérien maritime, quel que soit le pays. Concernant les attentes des clients au Maroc, donc en termes de transports internationaux, les échanges économiques au Royaume, avec le Royaume, sont principalement liés à l'Union européenne, puisqu'on a à peu près 66% des exportations marocaines qui sont destinées à l'Europe. On a 53% des importations qui viennent d'Europe. Donc, l'Europe est le premier partenaire du Royaume. Donc, on souhaite faire du business avec le Maroc. Il y a beaucoup d'échanges avec l'Union européenne. En deuxième position vient l'Asie. Donc, il y a environ 10% des exportations marocaines qui partent en Asie. On a environ 20% des importations qui proviennent de l'Asie sur le Royaume. Viennent ensuite l'Amérique, avec 9% des exportations, 12% des importations qui viennent sur le Royaume. Et puis ensuite l'Afrique, qui est le petit dernier, mais qui commence à bien se développer, avec 8% des exportations marocaines qui sont à destination du continent africain et 4% des importations qui proviennent d'Afrique. Donc logiquement, aujourd'hui, nous, sur le marché marocain, nos clients sont majoritairement quand même focalisés sur l'Europe, l'Asie, l'Amérique, puis l'Afrique. Comme je disais, on constate néanmoins un regain d'intérêt pour le continent africain ces dernières années.
Donc, tout ça est lié à l'intérêt à la fois politique et économique du royaume vis-à-vis de l'Afrique. Il y a eu pas mal de déplacements d'hommes d'affaires, d'hommes politiques, de Sa Majesté qui sont partis effectivement en Afrique pour essayer de tisser des liens forts. Et on voit que ça commence à fonctionner. Donc, si les solutions de fret existent en complet, que ce soit du container complet, FCL, ou du container ou du transport routier, FTL, on a également des solutions qui fonctionnent bien en aérien. Le royaume, Casablanca, avec l'ARAM, c'est un des principaux hubs de connexion aérienne sur l'Afrique. On voit qu'il y a d'autres solutions, notamment pour le groupage maritime ou le groupage routier, qui ne sont pas encore très bien développés dans les échanges avec l'Afrique. Par contre, moi, je suis persuadé qu'avec le développement des volumes, nous pourrons, dans les années à venir, développer vraiment fortement ce service. Donc, je pense qu'il y a une attente, pour répondre un petit peu à la question, il y a une attente concernant le groupage, mais c'est principalement lié effectivement au volume, où aujourd'hui, on n'arrive pas bien à faire du groupage, vraiment comme ce qu'on peut avoir avec l'Europe, où c'est très cadencé tous les mardis, tous les vendredis, par exemple, en routier. On a des connexions entre le Maroc et l'Europe. Avec l'Afrique, c'est une problématique de volume. Avec le volume, je suis persuadé qu'on arrivera à le faire, puisqu'aujourd'hui, les corridors existent. On arrive à faire du transport routier sur la Mauritanie, sur le Sénégal, sur le Mali, pour des camions complets. Donc, du moment où on a ensuite plus de volume, on pourra vraiment séquencer des départs réguliers et satisfaire donc les opérateurs économiques qui attendent ces solutions de groupage à destination de l'Afrique. Les points forts de Schenker Maroc, c'est en premier lieu une excellente connectivité. Donc, je l'ai dit, on a un très bon réseau, on a des agences un petit peu partout dans le monde. Le groupe a forcément une agence à proximité du client ou du fournisseur qu'on peut avoir ici au Maroc. Donc ça fonctionne assez bien. On a également des outils de tracking tracing efficaces. On parle aujourd'hui pas mal de digitalisation. Donc aujourd'hui, du fait de nos outils de track and trace, également de preuves de livraison informatisées, un petit peu comme le font UPS et DHL, sauf que le font généralement avec des petits colis. Nous, on le fait également avec des palettes, des cartons et des envois un peu plus conséquents. Ça permet effectivement de jouer à la fois d'avoir une transparence totale avec nos clients, et puis de satisfaire également un besoin de suivi. Ils peuvent voir exactement à tout moment où en est le colis. Un autre point fort, c'est également de jongler avec les modes de transport, puisque, étant donné qu'on manage et on gère assez bien les différents types de transport, routier, aérien, maritime, on se rend compte qu'aujourd'hui, les clients ne cherchent pas forcément des solutions routières, aériennes, maritimes, mais très souvent, les clients, ils attendent avant tout, ils ont un budget, ils souhaitent un délai de transport, ils souhaitent avant tout qu'on respecte ce délai de transport avec le délai et avec le budget qu'ils nous ont confié. Donc, le fait de pouvoir jouer avec les modes de transport, on voit que c'est quand même d'une redoutable efficacité. On a par exemple des shipments qui peuvent passer par exemple par CDG en aérien, qui arrivent sur l'aéroport de CDG en aérien et qui ensuite font une continuité routière. Donc, c'est des produits qu'on a lancés uniquement pour le Maroc. Avant, ça n'existe pas. Donc, c'est de l'air route. On a également du LCL, donc du container de groupage connecté avec de l'aérien. Donc là, c'est plutôt un produit de Schenker avec, par exemple, une connectivité à Dubaï. Donc, tous les shipments maritimes de l'Asie peuvent bouger jusqu'à Dubaï. À Dubaï, on change la documentation aérienne, maritime en documentation aérienne et on fait une continuité en aérien. Donc là aussi, ça permet d'avoir un bon mix produit entre prix et délai. Et le petit dernier, c'est le rail route. Vous voyez tout ce qui se passe sur l'Asie, avec des prix de containers qui explosent.
avec un goulot d'étranglement qui parfois est bloqué, comme on l'a vu récemment avec le passage entre l'Asie et l'Europe et l'Afrique. Donc là, maintenant, nous, on a une solution qui marche assez bien également, à la fois en groupage et à la fois en container complet. On met des shipments sur rail, ça part jusqu'en Allemagne. D'Allemagne, c'est connecté avec Strasbourg. Et puis de Strasbourg, ensuite, on charge ça dans les camions et on assure une continuité sur le Maroc. Donc là aussi, c'est un bon compromis entre prix et délai, et ça nous permet de satisfaire les clients, leur apportant une certaine innovation et des solutions un petit peu sur mesure. D'autres choses aujourd'hui sont en jeu. On parle donc d'Afrique, bien entendu, et donc on a pas mal d'axes de développement qui concernent justement aujourd'hui le continent africain. Schenker Maroc en est un exemple. Jusqu'en 2007, on était présent au Maroc, dans le royaume, avec un agent, et puis on a décidé d'y aller en propre. Et justement, le fait d'y aller en propre, le fait de mettre en place tous ces outils, tout ce process, ça permet effectivement de mettre un petit peu de la rigueur, de la régularité. Et de la rigueur et de la régularité, c'est ce qui est vraiment essentiel aujourd'hui dans la supply chain. Donc, on a encore d'autres projets sur le continent africain. On est tous conscients que le continent africain, c'est un continent d'avenir. Et donc, on a plusieurs cibles d'implantation future, comme on l'a fait au Maroc, pour dupliquer ce qu'on a fait au Maroc. Les enjeux d'avenir, donc aujourd'hui, je pense que les enjeux d'avenir, c'est la résilience dans le service plus qu'ailleurs, puisque cette résilience passe essentiellement par de l'humain. Quand on fait de la prestation de service, quand on fait effectivement du transport, avant tout, c'est du service qui passe par de l'humain. Donc, pour moi, il s'agit avant tout de favoriser un terreau favorable à l'engagement des équipes, à se remettre en cause en permanence et pour les pousser, pour pousser les équipes à donner vraiment le meilleur d'eux-mêmes. La digitalisation, on l'a vu, c'est également un enjeu important afin d'améliorer le temps de réactivité de la supply chain. Et effectivement, là aussi, ça passe par de l'innovation, ça passe par de la remise en cause. Et cette digitalisation doit venir des acteurs du transport, la traçabilité, du renseignement en ligne, ainsi de suite, mais elle doit également être étatique. Et on l'a vu dans nos pays, on a encore beaucoup de traitements papier d'un point de vue des opérations de dédouanement avec des tampons, des documents un petit peu qui circulent de partout, et tout ça, ça crée une certaine latence. Et là-dessus, effectivement, les enjeux des années à venir, c'est effectivement de lever tous ces freins, toutes ces barrières qui sont problématiques pour la supply chain. Et là, sincèrement, je dois vraiment féliciter le Royaume du Maroc de s'être lancé dans un projet ambitieux avec Portnet. Donc, il s'agit d'un guichet informatisé unique pour toutes les procédures du commerce extérieur. Donc, ce type d'initiative limite les interactions humaines sans valeur ajoutée, avec parfois des mauvaises habitudes également, et améliore le délai de transport, à la fois les flux physiques et le flux documentaire, et en conséquence améliore la compétitivité du pays. Donc voilà, donc je pense que les enjeux des années à venir, c'est vraiment l'humain et c'est également la digitalisation. Écoutez, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuité. C'était vraiment un super événement. Ça permet vraiment de lier les personnes et de créer du contact et du lien. Donc bien entendu, je reste à votre disposition par la suite si vous avez d'autres questions. À plus. Eh bien, merci d'avoir participé à cette réédition des Connecting Days estivales. Nous espérons tout d'abord que cette réédition vous a plu et nous vous invitons à prendre contact avec nous pour toute question, mais également si vous souhaitez que l'on mette votre pays en avant. Thank you for attending this re-edition of the Connecting Day. We hope that you enjoy this event and you find the information you needed. Please let us know if you have any questions and also if you would like for us to advertise the country. We hope to see you soon. Have a nice day.